On va parler souveraineté. Alors, il n'y a pas de doute qu'on parle souveraineté, parce que on va voir Sébastien, là, Sébastien Derrine. Donc, tu as le pins bleu-blanc-rouge. Oui, tout à fait. J'ai vu que les Américains se balader avec le drapeau comme ça. Il faut innover, là. Hein, il faut innover. Il faut le faire, il faut être fier de ses couleurs, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être fier de l'entrepreneuriat français. Donc là, il faut porter les couleurs de la France. Bravo. Et alors, mais non, parce que tu pouvais avoir le truc French Tech aussi, là, le truc de BPI France. Oui, c'est vrai, mais French Tech, c'est vraiment très limité finalement. Très limité start-up. Mais pourtant, on est dans l'univers de la tech, on est d'accord. On est dans l'univers de la tech, mais ça peut être aussi une tech industrielle. C'est alors, la French Tech. De toute façon, il n'y a pas de doute, puisque la boîte s'appelle Hexagone. Oui, tout à fait. Donc, raconte-moi ce que tu fais avec Hexagone et la philosophie d'Hexagone. Ok, en fait, l'école Hexagone, c'est une école supérieure d'informatique. Donc, jusque-là, tout va bien. On forme des jeunes au bac plus 3, bachelor, bac plus 5, master. La différence par rapport à nos consorts, c'est qu'on va les former essentiellement sur les technologies françaises. Donc, dans les technologies françaises, tu auras par exemple Stormshield. Donc, ça, c'est un spécialiste qui est dans tout ce qui est firewall, qui crée des équipements de sécurité pour les réseaux informatiques. C'est une filiale de Airbus. Donc, tu es quand même avec un grand champion européen. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. On va parler de Cisco, on va parler de Huawei, et tu ne parles pas de Stormshield. Pourtant, les technos sont globalement meilleurs que Cisco et Huawei. Et tu vois, ça, c'est super important. On va parler de cloud. On parle souvent des GAFAM, tu vois, AWS, Google, etc. Moi, si je te réponds OVH, je te réponds... Ah, je connais, là. Là, je connais. Je connais. OVH, je connais. Je te réponds Scaleway, filiale d'Iliad. Ouais, je connais aussi. Je te réponds 3D Outscale, filiale de Dassault Systèmes. Tu vois, ça, ce sont des grands acteurs. Oui, mais... Il faut les soutenir. Ah non, mais il faut les soutenir. En l'occurrence, OVH, 3D Outscale, etc. et tout, je pense qu'ils sont suffisamment grands. Mais il y a besoin de formation particulière pour travailler avec ces gens-là. En fait, qu'est-ce que tu reproches en fait aux écoles qui sont tes concurrents? Non, et puis aux écoles concurrentes. Mais en fait, quand tu formes des jeunes, ça devient les ambassadeurs de ces technologies-là. Tu vois, concrètement. Donc, il sort de l'école. Il est armé avec ses compétences sur Microsoft, par exemple, sur 365, donc Word, Excel et Outlook. Il arrive en entreprise et c'est ce qui va installer pour les entreprises, pour les collaborateurs, etc. Alors qu'il y a des alternatives françaises qui existent, qui sont tout aussi bonnes. Non, à 365, il n'y a pas d'alternative. Si, non, c'est pas vrai. Tu as WIMI. Tu vas me raconter un truc, tu vas me dire que Quant est une alternative à Chrome. Tu as des échecs. Okay. Bon, d'accord. Il y a des échecs. Ok, il y a des choses qu'on peut améliorer. WIMI, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui répond largement aux besoins des PME, TPE. WIMI, ça s'appelle? WIMI, W-I-M-I, c'est soutenu par BPI France, ça marche du feu de Dieu. Et tu as une suite complète? Tu as une suite complète. Bureautique, équivalent Excel, équivalent Word, équivalent PowerPoint. Tes gestions de projet, tes gestions de tâches, toute la suite collaborative, le Teams intégré. C'est souverain, c'est français, ça fonctionne très bien et ça répond largement aux besoins des TPE PME françaises. C'est super intéressant ce que tu me dis, parce que tu penses que le mal profond vient de ce que les jeunes ingénieurs, on va le dire comme ça, ne sont formés que sur les technologies américaines. C'est de l'intelligence économique en fait. Quand tu es une boîte américaine ou une boîte chinoise, ce que tu vas faire quand tu arrives dans un marché, c'est que tu vas aller former les jeunes dans les écoles, privées, publiques, dans les universités, parce que ce sont tes futurs ambassadeurs dans les entreprises, et donc ils vont faire en sorte que tu adoptes leurs outils. C'est ce qu'ont fait les Américains en 2000, Microsoft, Cisco, c'est ce qu'ils ont fait dans toutes les écoles d'informatique. Toutes. C'est ce que font maintenant les Chinois avec Huawei depuis quelques années en France. Non mais attends, parce que tu m'as dit Huawei, je t'ai pas coupé parce que je peux pas vous couper tout le temps non plus, mais plus personne ne forme à Huawei aujourd'hui. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Tu as les Huawei, l'ICT Academy, bien sûr que si. Ça alors, en France? En France, bien sûr. Des grandes universités publiques forment à Huawei. Nous-mêmes, on est passé par Huawei. Parce que c'est les technologies, si tu veux, de base du réseau et qu'il y a peu d'alternatives en France sur ces technos-là. Donc soit tu fais le choix des Américains, soit le choix des Chinois. D'accord. Mais au demeurant, en France, aujourd'hui, tu as des grandes écoles, y compris des écoles publiques, qui forment aux technologies de Huawei. Alors, après, ok, non, mais super. On pourrait en discuter pendant des heures, hein, mais super. Après, c'est le risque entrepreneurial que tu prends. Ah, totalement. Parce que moi, je veux être un jeune ingénieur informatique. Bon, il est gentil, Sébastien, là. Sans doute, il a raison. Mais enfin, mes clients, ils vont vouloir que j'implémente 365 quand même dans la boîte. Oui et non. Parce que tu vois, tu as toute une migration, tu as une prise de conscience sur la souveraineté et tu as des PME, des TPE qui sont aujourd'hui en train de faire des bascules. Parce que finalement, une solution française, c'est pas plus cher qu'une solution américaine. C'est souverain, ça répond à tout un cahier des charges. Tu as des normes qui arrivent et on te demande, notamment sur les clouds de confiance, où finalement on se rend compte que ça marche pas vraiment.
Tu vois, au début, on a lancé les clouds de confiance en se disant ça va être super, ça c'était en 2021. On va créer une société où le siège est en France avec un partenaire français et donc on ne sera pas soumis aux lois extraterritoriales américaines. Bon, en 2022, une étude d'un cabinet américain pour le compte du ministère de la Justice des Pays-Bas dit finalement, en fait, si, vous êtes totalement soumis au Cloud Act et à toutes les lois d'extraterritorialité américaine. Ouais, ça tombe. Ça, je l'entends, ça, Sébastien. Mais enfin, si je suis une PME qui fait des portes de placard, franchement, je m'en fous un peu du Cloud Act. Tu vois, je veux un système qui marche et qui soit surtout interopérable avec celui de mes clients et de mes fournisseurs. En fait, tout ça, c'est relativement ouvert, donc c'est totalement interopérable. Totalement. Après, tu as aussi des ministères ou des institutions gouvernementales, des collectivités locales qui passent complètement sur des offres souveraines. Et si la commande publique suit, si la commande publique y va, alors ces entreprises, elles ont un vrai boulevard. Le deuxième point, et tu me disais École Hexagone. La DGSI travaille avec Palantir, hein, mais parce que c'est quand même c'est le symbole de tout. Mais Palantir, donc, enfin pardon, je ne vais pas vous refaire l'article sur Palantir. Palantir garantit la confidentialité absolue, et la DGSI a quand même les moyens de savoir que cette confidentialité, elle l'est quand même aujourd'hui. La souveraineté, c'est pas se dire, c'est pas un dogme, c'est pas de se dire, ok, on va prendre que des boîtes françaises. Je comprends. Si à un moment donné, tu as une technologie, fût-elle américaine ou israélienne, qui est meilleure. Ok, banco, on y va. C'est comme nos données de santé hébergées par Microsoft. C'est pas forcément un attentat, quoi. Voilà. C'est un attentat. Ouais. Maintenant, on peut aussi faire autrement. Ouais. Et tu peux avoir une troisième voie. Et tu disais tout à l'heure École Hexagone, parce que nous, notre objectif, c'est de partir à l'international. On y va avec le drapeau blanc de l'enseignement supérieur. On ouvre en Arabie Saoudite, on ouvre à Tunis, on ouvre dans plein de pays. Et on emmène nos partenaires académiques avec nous pour créer des marchés pour eux. Donc, ils vont se tailler des parts de marché à l'international pour rapatrier de la valeur ajoutée en France, investir en R&D en France. Et ça, c'est le véritable enjeu, si tu veux. Et après, tu vas avoir des boîtes qui vont être solides financièrement, qui ne vont pas se faire racheter, qui ne vont pas vaciller à la moindre crise et qui vont pouvoir te proposer des produits toujours plus compétitifs. Tu sais, Sébastien, j'ai rencontré Octave Klaba, donc le fondateur de VH, sans doute pour la première fois, il y a plus d'une dizaine d'années. C'était exactement son discours. Donc, ça valide en tout cas ton projet entrepreneurial. Il peut fonctionner. Voilà. On fait tout pour. Pour lui, il a fonctionné. Ça marche. Les ouvertures internationales font que ça marche. Alors quand même, de manière beaucoup plus prosaïque, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la réforme de la formation. Ouais. C'est tout ce qui se passe là en ce moment depuis la réforme Pénicaud. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça, le fait que aujourd'hui, je sois pleinement propriétaire des euros, finalement, qui me permettent de me former, ça change un petit peu la donne? C'est difficile parce qu'en fait, tu as un problème d'adoption derrière. Ouais. C'est que les salariés, ils n'ont pas totalement adopté le CPF. Et donc, ils savent qu'ils ont quelque part un portefeuille, 3 000 euros. Mais finalement, c'était peut-être mieux exprimé en heures. Tu vois, c'était plus simple. Les entreprises avant géraient complètement le plan de développement des compétences. Donc, c'était finalement plus linéaire. Mais non, c'était des cases qu'on cochait. Ah, totalement. Sans finalement savoir, parce qu'on était obligé de toute façon de dépenser ce pognon, si c'était efficace ou pas. Là, le cœur de la réforme, c'est mon pognon, donc je vais quand même faire attention où je le mets. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu sais combien tu as sur ton compte CPF? Mais non, mais moi, c'est fini. Moi, j'ai plus de formation. Moi, je suis un vieux senior. Moi, voilà. Mais demande à tes collègues, à tes collaborateurs. Ouais, non, mais t'as pas. Moi, quand je leur demande chez moi, alors qu'on est dans le milieu de la formation, ils en savent rien. Ils vont pas vérifier. C'est pas une habitude. En fait, c'est pas encore rentré comme une habitude. Peut-être que pour les jeunes générations, ça changera. C'est différent. T'existes depuis 2020? Totalement. Bientôt 3 ans. Donc, voilà, c'est ça. Ça fait 3 promotions. Ouais, c'est ça. Alors, on a sorti la première parce qu'en fait, on les diplôme pas tout de suite. Hein, si tu veux, il faut comme qu'ils suivent quelques années d'école. On a diplômé la première en 2022. Le parrain, c'est combien de temps? C'est 2 ans de formation? Alors, ça dépend à quel moment tu rentres. Ouais. Le master, c'est 2 ans. Ouais. Donc, si tu fais le bachelor, c'est plus 3 ans, donc 5 ans au total. C'est le parrain? C'était Pierre Venzen, le CEO de Stormshield, donc président d'Airbus. Et donc, tout de suite, tu vois, on met un gros cap sur la souveraineté avec un acteur quand même européen. Et si tu demandes à Octave, il vient te parrainer une promotion sans problème. Même Xavier Niel, je pense qu'il vient te parrainer. On travaille avec Xavier Niel sur la partie Scaleway, en tout cas, sur sa filiale Cloud. On travaille beaucoup avec eux. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a des projets de développement international avec eux. Et dernier point, parce que c'est quand même... En fait, avant toute cette histoire, je pensais commencer par là. C'est quand même le moteur de notre croissance future que tu es en train de faire. C'est-à-dire, on manque cruellement aujourd'hui. Je ne sais plus, je crois que c'est Guy Maoumani, le fondateur d'Open, qui me disait c'est 50 000 par an. On manque de 50 000 ingénieurs, développeurs, etc. chaque année. C'est ça, c'est globalement ça. Si tu veux un enjeu, un chiffre, c'est 3 500 cybercombattants qu'il faut uniquement pour le ministère des Armées d'ici 2025, dans 2 ans. 3 500 uniquement pour une entité gouvernementale. C'est énorme.
c'est pas uniquement des gens qui vont faire de la technique, tu as aussi besoin d'ingénieurs, tu as aussi besoin de personnes qui vont être dans la R&D pour construire les usages de demain, les produits de demain. Ils sont en compétition avec le monde entier, hein, parce qu'aujourd'hui, tu es en compétition avec les Américains, avec les Israéliens, les Chinois, les Russes, etc. Tu as des projets à l'international de fou, parce que les entreprises françaises, quand même, mine de rien, vont à l'export. Et c'est vrai que la French Tech, là-dessus, assure pas mal le boulot. C'est passionnant et tu as du boulot sur les 10, 20, 30 prochaines années. Tu l'as dit, c'est passionnant. Sébastien Derrine, donc, Hexagone, ouais, pour le coup. Aucun doute sur l'objet de l'entreprise, la mission de l'entreprise.